Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Chers téléspectateurs, ce sont l'actualité, celle du cinéma et d'autre part celle des commémorations qui me fournissent la matière du sujet que j'aborderai aujourd'hui. En effet, vient de sortir un film, Edmond, consacré à Edmond Rostand, et d'autre part, nous allons commémorer, célébrer cette année 2019, le 4e centenaire de la naissance de Cyrano de Bergerac, le héros fameux d'Edmond Rostand. Mais nous allons évidemment nous intéresser non pas aux héros de théâtre, mais aux personnages historiques dont la figure est particulièrement intéressante. Alors d'abord, Cyrano est né à Paris, et pas en Gascogne, comme d'aucuns pourraient le penser. Il est né dans la paroisse Saint-Sauveur en mars 1619. Il est le fils il s'appelle Savinien de son prénom, il est le fils d'Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvière, et d'Espérance de Bélanger. Abel de Cyrano tient en fief de Charles de Lorraine, duc de Chevreuse, la seigneurie de Bergerac, qui n'a rien à voir avec la ville de Dordogne bien connue. C'est une seigneurie d'Île-de-France relevant de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, à proximité donc de la vallée de Chevreuse. À 8 ans, le jeune Savinien est confié à un curé de campagne chargé de son éducation, une éducation un peu rustique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ensuite, à 12 ans, en 1631, eh bien, on va l'installer à Paris, au collège de Beauvais, où là, il va recevoir une éducation censée être un peu plus améliorée. Mais il ne s'entend guère avec le principal du collège, un certain Grangier, qu'il va ridiculiser quelques années plus tard à travers le personnage de Granger dans la comédie Le Pédant joué, qui lui vaudra une certaine notoriété. Dès 1632, les études sont en fait terminées pour lui et il se livre surtout à diverses incartades. Il va connaître une jeunesse plutôt turbulente. Talleyrand des Réaux dira de lui qu'à l'époque il a fait le fou, ce qui rend furieux son père. L'un de ses amis, Lebray, va trouver un petit peu la solution pour le remettre dans la bonne voie, puisqu'en 1638, il va le convaincre de s'engager dans la compagnie des gardes nobles, commandée par le capitaine Carbon de Casteljaloux, une compagnie composée presque exclusivement de Gascons, ce qui vaut à Cyrano cette identité usurpée de Gascon qu'on lui connaît. Il a 19 ans quand il prend rang dans la compagnie. C'est un combattant d'élite, surnommé Démon de bravoure ou Cyrano l'intrépide. Dès 1639, il est blessé au siège de Mouzon d'une balle de mousquet qui lui traverse le corps. Il se rétablit. L'année suivante, en 1640, au siège d'Arras, il est blessé à la gorge. Siège d'Arras qui constitue le cadre du 4e acte de la pièce d'Edmond Rostand.
Et à ce moment-là, à 21 ans, eh bien, c'est la fin de sa carrière militaire à la suite de cette blessure. Alors, à quoi va-t-il se consacrer désormais ? Eh bien, à l'étude et à la quête intellectuelle, en une époque où les libertins sont très actifs sur ce terrain. Il suit les cours de Gassendi chez François L'Huillier, conseiller au Parlement de Metz, qui se fait le mécène de toute cette intelligentsia parisienne de l'époque. Gassendi qui va avoir une grosse influence sur son élève, comme sur toute cette époque, ce moment particulier d'ailleurs, on l'a un peu oublié aujourd'hui. Gassendi a été éclipsé par la gloire de Descartes, mais il a été l'un des esprits les plus fameux de son temps. Là, Cyrano va rencontrer Lamotte-Levaillé, il va rencontrer le moraliste Chapelle et un jeune homme de 18 ans dont il va faire un ami et qui s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, le futur Molière. En 1647, l'héritage paternel lui donne pour un temps une certaine aisance. Il peut se consacrer aux activités littéraires qui l'intéressent, avec sa pièce Le Pédant joué, qui rencontre un certain succès, avec des lettres satiriques contre des personnes du monde intellectuel de l'époque, telles que Scarron ou Montfleury. À cette époque, son ami Dassoucy nous a donné une description de Cyrano. Taille moyenne, début de calvitie, nez très large, jambes maigres, embonpoint déjà marqué, des souliers souvent boueux, et dans l'ensemble une allure un petit peu négligée. Donc rien, on le voit, de très extraordinaire. Mais en tout cas, Cyrano, sur le nez, il ne faut pas plaisanter sur le sujet avec lui, et au contraire, il explique que les Camus sont des avortons dont rougit la nature, à la longueur du nez se mesure la vaillance, l'esprit, la passion, la finesse, le nez et le siège de l'âme. Et encore une fois, il est très susceptible sur la question et ne tarde pas à dégainer si on vient se moquer de son appendice nasal. C'est un bretteur redoutable, un caractère affirmé. Pendant la Fronde, sa position évolue. Il a publié peu de temps avant des Mazarinades, ces libelles tournées contre le cardinal de Mazarin, contre le ministre. Mais pendant les événements eux-mêmes, en 1649, eh bien, il va publier une lettre contre les frondeurs, en rappelant que l'on doit une obéissance sans partage au souverain légitime, c'est-à-dire en fait au cardinal ministre, à qui il conseille d'ailleurs de laisser passer la calomnie, car la tempête lave le rocher. Une fois la Fronde terminée, il refuse de rejoindre la clientèle du maréchal de Gassion, qui cherchait à l'attirer autour de lui, par souci d'indépendance. À l'époque, les hommes de lettres avaient besoin d'un protecteur pour pouvoir vivre de leur plume. Eh bien, Cyrano, lui, entend maintenir le plus longtemps possible son indépendance. Et puis, il est connu, il dispose déjà d'une solide réputation à travers diverses affaires, notamment celle de la Tour de Nesle et celle du Pont-Neuf. En ce qui concerne la Tour de Nesle, son ami Lignières, qui avait publié des libelles hostiles à certains grands seigneurs, risquait de connaître un mauvais parti du fait des spadassins de ce dernier. Eh bien, Cyrano décide de l'accompagner pour rentrer chez lui, s'en prend au spadassin en question, et à l'issue de l'affaire, eh bien, il y aura 2 spadassins tués et 7 blessés. Et la réputation de Cyrano, évidemment, s'en trouve renforcée. L'affaire du Pont-Neuf est plus drôle. Elle a été racontée par son ami Dassoucy. Un certain Brioché était montreur de marionnettes sur le Pont-Neuf. Et il avait avec lui un singe, Fagotin, qui faisait le plaisir des passants, qui amusait les passants. Il se trouve que, passant par là, Cyrano se voit moqué par des laquais à propos de son nez. Qu'à cela ne tienne, il va dégainer, en repousser un certain nombre, et dans la bagarre, le singe qui était vêtu d'un costume de laquais va également se trouver embroché. Alors Brioché fait un procès à Cyrano, il va être débouté, et l'accusé va mettre les
des rieurs de son côté, en disant qu'il est prêt à payer une amende en monnaie de singe et qu'il est prêt à écrire un épitaphe pour la malheureuse victime de cet incident. Alors il fréquente les tavernes, chères aux poètes du temps. On pense à Saint-Amand ou à Théophile de Viau, à son ami Lignières, à son ami Chapelle, à ses amis d'Assoucy et des Barreaux. Il a une amourette avec Mademoiselle Choix, et puis il passe le plus clair de son temps à débattre avec ses amis des grandes questions intellectuelles qui agitent les esprits du temps. Il est très vite désargenté, il a vite dilapidé l'héritage paternel, et il va bénéficier ainsi de la protection du duc d'Arpajon, ce qui lui permet d'écrire une tragédie, La mort d'Agrippine, qui est présentée à l'hôtel de Bourgogne. Une tragédie qui fait scandale pour des raisons religieuses, car l'un des héros de cette tragédie explique à propos des dieux qu'ils ont été créés par les hommes et que ce ne sont pas eux qui ont créé les hommes. Alors évidemment, il s'agit de critiquer les religions païennes du passé, mais l'allusion évidemment est tout à fait limpide et ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, le libraire qui vend le texte de la pièce vante les grandes impiétés que porte celle-ci. Alors, Cyrano, poursuivant dans la matière littéraire, dans son œuvre littéraire, va ensuite écrire une histoire comique des États et empires de la Lune, qui sera publiée en 1657, après sa mort, et puis une histoire comique des États et empires du Soleil, publiée également après sa mort, en 1662. Il s'agit là d'aborder un certain nombre de questions graves à travers un mode burlesque. On a dit parfois que Cyrano avait été un précurseur de la science-fiction, mais en réalité, il s'agit de faire passer un certain nombre d'idées qui sont celles du mouvement libertin et même de ceux qui sont acquis au matérialisme. Cyrano va critiquer le système astronomique de Ptolémée, il va mettre en avant l'atomisme des épicuriens et de Lucrèce, il va expliquer que c'est le hasard qui a commandé l'ordre de l'univers, expliquer que l'âme se dissout comme le corps, car elle n'est qu'une rencontre momentanée d'atomes, autant de choses évidemment qui pourraient lui attirer quelques difficultés. Alors on regroupera les deux ouvrages consacrés à la Lune et au Soleil dans un ensemble intitulé L'autre monde, qui sera publié donc après sa mort. Pour réaliser cet ouvrage, Cyrano s'est inspiré de contes satiriques, s'est inspiré de l'utopie de Thomas More, de la Cité du Soleil de Campanella, de L'homme dans la Lune de Godwin, donc un ouvrage marqué par la fantaisie, l'imagination, mais aussi l'angoisse et également la recherche d'un certain nombre de réponses à des questionnements dans le domaine moral, avec parfois des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, pour aller sur la Lune, eh bien, le héros s'enduit le corps de moelle de bœuf, car il est, selon la tradition folklorique, admis que la Lune suce la moelle de bœuf en question. Alors, il alunit ainsi sur notre satellite et il découvre le paradis terrestre, ce qui évidemment est un petit peu inattendu. Là encore, il y a un mélange de Lucrèce, de Campanella, de Paracels, au passage Giordano Bruno également, au passage Cyrano imagine ce que pourrait être l'aérostation et le parachute, et ce n'est, je le répète, qu'après la mort de l'auteur que tout cela sera publié, car l'athéisme sous-jacent évidemment risque de lui apporter un certain nombre de complications. Cela venant après les propos tenus dans La mort d'Agrippine concernant la création. Cela dit, Cyrano, quand il mourra, mourra dans les formes chrétiennes, même si toute sa vie, il aura été hostile à la religion, en même temps qu'hostile au principe
principe d'autorité. Alors, ces dernières années sont un petit peu difficiles. D'abord, l'âge fait qu'il boit et mange moins, qu'il manifeste davantage de retenue auprès des dames, qu'il est logé chez le duc d'Arpajon dans son hôtel du Marais. Et puis un jour, un laquais qui lui en voulait lui balance depuis un étage une pièce de bois sur la tête qui va le blesser assez gravement. Se sentant menacé, il est accueilli chez Tanguy Regnault de Boisclair, prévôt de Bourgogne et de Bresse, et on arrive là dans la dernière partie de son existence, qui le voit également se rendre au couvent des Dames de la Croix, dont sa tante est la prieure, Catherine de Cyrano, sœur Saint-Hyacinthe en religion, est la prieure de ce couvent où il est bien accueilli à ce moment. Il va y rencontrer Madeleine de Robineau, veuve de Christophe de Champagne, baron de Neuvillette, personnage qui va être la Roxane de l'œuvre d'Edmond Rostand, Christophe de Neuvillette devenant, lui, Christian dans la pièce. C'est une femme qui est née en 1610 à Paris. Son mari a été tué au siège d'Arras en 1640, où Cyrano lui-même, dans la réalité, a été blessé. C'est dans ce cadre qu'il va passer les dernières années de son existence. En septembre 1665, il va partir se reposer à la campagne chez un cousin, et c'est là qu'il va mourir à Sannois le 8 juillet 1655. Son corps sera ramené à Paris, au couvent des Filles de la Croix, à l'initiative d'ailleurs de la baronne de Neuvillette. Et en 1657 puis en 1662, l'ami Lebray va faire publier L'Autre Monde, qui regroupe donc les textes consacrés à l'état des empires de la Lune et du Soleil, à l'histoire comique des états de la Lune et du Soleil. Alors, Edmond Rostand va donner au personnage de Cyrano évidemment une dimension tout à fait différente. En même temps qu'il devient un héros de théâtre, il va gagner une notoriété qui eût été impensable s'il était resté un simple libertin du XVIIe siècle. C'est en 1897 que Cyrano de Bergerac est présenté au théâtre de la Porte Saint-Martin par Edmond Rostand, qui s'était déjà fait connaître 3 ans plus tôt avec une pièce intitulée Les Romanesques. Alors la répétition générale du 27 décembre 1897 va rencontrer un succès considérable. Ce n'était pas acquis. Le théâtre de la Porte Saint-Martin a longtemps hésité. En effet, c'était une super production pour l'époque. Il fallait 5 décors, de nombreux figurants, 45 rôles étaient prévus. Donc rien n'était véritablement acquis, mais Edmond Rostand était convaincu par son sujet. Il avait découvert l'histoire de Cyrano à travers la réédition en 1838 de l'histoire comique des États et des empires de la Lune et du Soleil, par le libraire Jacob, qui avait ajouté une notice biographique concernant Cyrano. Cyrano que va interpréter brillamment l'acteur Coquelin, une des vedettes de l'époque. La critique va être enthousiaste, de Jules Lemaître à Francisque Sarcey. Les ventes du texte de la pièce vont rencontrer un succès tout à fait extraordinaire. 150 000 exemplaires vendus en l'espace de quelques mois. Et le soir de la répétition générale, on remarque la présence de Jules Méline, alors président du Conseil, et de Rambaud, le ministre de l'Instruction. Edmond Rostand, à l'époque, n'a que 29 ans et il acquiert à ce moment-là une gloire immortelle à travers le succès de cette pièce. Mais en même temps que sa gloire d'écrivain, il a garanti, il a assuré la gloire de Cyrano de Bergerac.